je suis à fond sur l'IA en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un danger incroyable et que j'ai réfléchi à ce danger-là évidemment. Mais si tu me demandes au quotidien, je suis un utilisateur quotidien des LLM et je pense que quand tu fais du journalisme d'investigation, c'est une opportunité extraordinaire de gagner du temps et de mieux faire ton travail. Ça me permet de lire des bouquins entiers très rapidement et d'aller chercher, de faire des recherches textuelles dans des bouquins en 2 secondes, de faire des résumés, mais aussi de... Et il faut pas croire, tu peux vérifier après toi. Évidemment, ce que dit l'IA, il peut avoir des hallucinations, il peut te dire des conneries, mais tu peux aller vérifier. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Pin. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es journaliste et présentateur de Vrai ou Faux sur France Info. Tu es par ailleurs streamer sur Twitch. Tu as un podcast avec une thématique commune, le fact-checking. Voilà, donc je suis ravi que tu aies accepté l'invitation dans ce podcast. On va évidemment parler de fact-checking en France. Peut-être tu peux te présenter en quelques mots. Alors je l'ai dit en quelques mots, mais un peu ton parcours. T'es pas né en disant tiens je vais faire du fact-checking, ça n'existait pas même peut-être à l'époque. Ah non, pas du tout. Puis je suis même pas né en étant journaliste. Moi j'ai commencé dans d'autres domaines. J'ai même commencé en fait à bosser dans un journal boursier. Ça paraît très étonnant vu mon parcours, mais moi mes premières années de travail... Enfin non, si on remonte au départ, j'ai monté une boîte que j'ai... Tu vois que t'es entrepreneur. Que j'ai plantée. Alors c'est là que je suis un entrepreneur qui a raté, mais en fait j'ai commencé à bosser à la sortie de Sciences Po. C'était la bulle Internet, c'était le moment où il y avait pas mal de venture capitalistes qui cherchaient à investir. Tu as connu cette époque-là. Et du coup, et voilà, exactement. Et du coup, moi, je sortais de Sciences Po et on a monté une boîte avec des copains et on a levé de l'argent à ce moment-là. Bon, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je suis un entrepreneur, mais plutôt raté dans ce domaine-là. On l'est tous à un moment donné raté, je me rassure. Ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, j'en garde le goût de monter des projets. J'ai toujours monté des projets médias ensuite. C'est-à-dire que je suis jamais rentré dans un moule. J'ai jamais pris une place qu'on m'a assignée. J'ai toujours créé média. Monter des projets. J'ai créé des projets dans lesquels je me suis employé, mais ça n'a jamais été dans l'autre sens. Intrapreneur, comme on dit. Ben c'est ça. Et du coup, je pense que ce goût de créer des médias, c'est venu de cette période-là. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et puis après, j'ai travaillé donc dans un journal économique, finance, etc. Et après, j'en ai eu une sorte de crise de conscience. Je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Et là, je suis parti vraiment dans les médias. Voilà. Dans le journalisme. Exactement. T'es passé par pas mal de médias d'ailleurs, plutôt audiovisuels. Alors... J'ai commencé dans les médias, j'ai commencé chez Reporters sans frontières, qui était un peu entre les deux, c'est-à-dire ça correspondait à ma crise de conscience. Je voulais faire quelque chose de bien dans ma vie. Je voulais que mon travail ait un sens. Et donc j'ai bossé pour Reporters sans frontières pendant 3 ans. Donc là, on défendait les journalistes, la liberté de la presse, etc. Mais c'est là où j'ai commencé à faire du reportage. C'est là où j'ai commencé à écrire et puis à faire du journalisme, vérifier les infos notamment. Ouais. Qui va devenir un peu... le centre de ma vie ensuite. Et après Reporters sans frontières, là, je me suis dit, bon, il faut carrément que j'aille dans un média parce que ce qui me plaît, c'est être journaliste. C'était devenu clair. Et du coup, comme je te l'ai dit, comme j'avais un parcours un peu étrange, parce que les gens, ils me regardaient, ils disaient, mais t'as monté une boîte, t'es parti dans un journal boursier, mais c'est quoi ce profil bizarre? C'est quoi ton parcours? Exactement. Et du coup, j'ai été vraiment obligé de monter mon projet. Et donc j'ai dit voilà, moi ce que je sais faire, c'est que j'ai un gros réseau de gens partout dans le monde qui sont des sortes de journalistes citoyens, on appelait ça à l'époque, hein, c'est un peu vieillot maintenant, mais à l'époque c'était des journalistes citoyens, et je pense que ces réseaux-là que j'avais développés à Reporters sans frontières, peut-être qu'ils pourraient vous être utiles dans un média, parce que dans les pays comme la Birmanie ou je sais pas, la Chine, où vous avez personne, moi je peux contacter des gens et ils peuvent vous envoyer des images par exemple. Et donc j'ai vendu ma compétence comme ça, pas du tout en tant que journaliste, puisque j'étais pas vraiment reconnu dans ce domaine-là. Et puis j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait un peu l'esprit ouvert, et à France 24 qui m'a dit mais c'est bien ça. Et du coup je suis arrivé, et après j'ai
Je pense que j'ai eu coup de peau sur coup de peau parce que alors c'est des événements qui sont à la fois terribles d'un point de vue de l'actualité, mais en même temps qui ont bien montré l'importance de ne pas se reposer que sur des journalistes professionnels pour avoir de l'info. Ça a commencé avec... c'est vieux maintenant, mais c'est la révolte de Safran en Birmanie où ça a été terrible, une révolte réprimée dans le sang. Et il y avait évidemment aucun journaliste sur place. Et moi, j'arrive avec des images, j'arrive avec des témoignages où tout le monde disait mais ça sort d'où ces trucs? Et donc là, ils se sont dit tiens, à l'époque j'étais jeune, hein, donc le jeune là, il a peut-être des trucs à apporter. Il y a quelque chose à creuser. Et du coup, je suis arrivé chez France 24. Au départ, j'étais tout seul, moi et mon ordi. Je suis parti, on était 12. Et après, je suis parti à France Télé. Et c'est pareil, je suis parti à France Télé pour monter France Info. Je suis pas parti pour m'inscrire dans un organigramme. Je suis parti parce que pour le projet, pour créer la chaîne de télé. Et pareil, petit à petit, j'ai évolué dans France Info pour faire ce que j'aime vraiment. Et donc, j'arrive au fait que maintenant, j'ai une émission de télé qui s'appelle Vrai ou Faux, sur laquelle on a une petite équipe qui, tu l'as dit, s'est spécialisée dans la vérification de l'info. Ouais. Je suis plus très fan de ce terme de fact-checking. On pourra en parler. On va en parler parce que justement, ça allait être ma question un peu comment on définirait aujourd'hui le fact-checking. Donc déjà, on commence par plus dire le fact-checking. C'est ça? Alors déjà, je pense que je vais l'annoncer dans ce podcast, je pense que je l'ai encore jamais dit, mais je pense que ce terme de fact-checking, il va disparaître, ou en tout cas, à mon sens, je vais de moins en moins me présenter comme fact-checker parce que je pense que c'est plus une bonne approche. Concrètement, le principe du fact-checking, il reste intéressant. C'est quoi? C'est qu'en fait, tu pars du principe que tant qu'il y avait que des journalistes qui donnaient de l'information aux gens, tout journaliste est censé vérifier ses infos. Je suis d'accord, c'est le travail de base presque. Il pouvait y avoir un besoin de critique des médias, mais il n'y avait pas forcément un besoin de fact-checking. Sauf qu'on est arrivé dans un monde, depuis une vingtaine d'années, où les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'essor et où forcément les gens s'informent de partout. Ils ne reçoivent pas leurs informations des journalistes. Oui, de tous les canaux, partout, sous tous les formats, de multititres presque. Exactement. Et du coup, il y a un besoin maintenant que l'information qu'ils reçoivent, à un moment, elle soit vérifiée. Parce que sinon, tu reçois sur ton fil Twitter ou Instagram des tonnes d'infos et tu n'es pas capable de dire ça, c'est vrai, c'est faux. Et je pense que c'était quand même important de remettre un peu de fiabilité dans l'info. Donc, il y a eu ce besoin de ce que les Américains ont appelé le fact-checking. Donc, on prend les affirmations, on vérifie si c'est vrai ou si c'est faux. Ça s'est appliqué aux réseaux sociaux. Ça s'applique aussi énormément au discours politique. Parce qu'on s'est aperçu aussi que, et c'est de plus en plus le cas, la désinformation, les intox, c'est un mode de communication politique. On pourra en reparler, je pense, dans le cours de ton podcast. Mais du coup, il y a un vrai besoin de fact-checking. Pourquoi je pense qu'on est passé à une étape où il faut faire attention avec cette dénomination? C'est parce que il y a des gens qui ont pris le fact-checking comme cible. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on démontait ce système qui ne nous plaît pas, on veut attaquer les élites qu'on estime corrompues, etc., les élites politiques, les élites scientifiques, les élites médiatiques, et qui sont les têtes de pont de ces prétendues élites. Il y en a plusieurs, mais les fact-checkers en font partie parce que ils sont en première ligne. On est une cible facile. Ouais. Voilà. Parce que c'est annoncé, c'est ce que vous faites au quotidien. C'est pas dans votre travail, dans un article classique. C'est vous faites que ça et vous l'annoncez et vous le clamez haut et fort. Exactement. Donc vous êtes devenus des cibles, quoi. Et du coup, on était un peu une sorte de première ligne très identifiée de gens qui disaient attention, on a un problème avec la désinformation, il faut vérifier les infos. Et du coup, beaucoup de gens, donc on le voit, il y a une montée du populisme et ces populismes-là qui ne respectent plus les faits, ils nous ont pris comme cible. Et ce discours de dire les fact-checkers, c'est le mal, parce que eux, ils veulent imposer leur version du monde, ils veulent imposer une vérité là où il n'y a pas de vérité, ils veulent ramener les faits là où les faits ne sont plus importants, et ils n'écoutent pas nos opinions parce qu'ils veulent toujours nous parler de leurs faits. On est devenu une sorte de cible super facile pour eux. Et ce qui m'inquiète, c'est que du coup, ce terme de fact-checker, dans l'opinion publique, maintenant, il est en train de se transformer en équivalent de censeur. C'est-à-dire, on serait les représentants d'une sorte d'élite qui veut imposer une pensée dominante et donc on censure ce que les gens racontent. C'est totalement faux puisque, par définition, je suis un fact-checker peut-être, mais je n'ai pas un bouton magique qui me permet d'effacer des messages sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucun pouvoir de censure et je ne veux pas de pouvoir de censure. Surtout pas, quoi. Surtout pas. Moi, je veux qu'on me donne la possibilité d'expliquer les choses dans la nuance, de montrer la complexité du monde et d'arrêter de réduire les informations à du noir, du blanc et des grands anathèmes qu'on se balance à la gueule sur des plateaux télé. Moi, je veux juste ça, qu'on me donne la place pour m'exprimer et donner du contexte.
Voilà, et dire quand c'est vrai ou quand c'est faux, effectivement. Et là, on est en train de nous transformer en autre chose. On nous fait passer pour des censeurs et des sortes d'apparatchiks. Des apparatchiks, voilà, de la pensée dominante. Et le problème, c'est que je pense que la fonction de fact-checker, elle reste importante, mais quelque part, cette bataille autour du nom de fact-checker, je veux plus la mener parce que je pense qu'ils ont réussi, les gens, à tuer le terme. À tuer le terme. Et moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que finalement, dire c'est vrai ou c'est faux ne m'intéresse pas tellement. Parce que les problèmes sur lesquels tu peux dire très facilement c'est vrai ou c'est faux, c'est des problèmes très simples. Par exemple, est-ce que la Terre est plate ? Oui, la Terre n'est pas plate, on le sait tous, elle est ronde, etc. Là, quand c'est scientifique, c'est plus... Ou quand c'est très simple. Donc, si par exemple, on te dit il y a 180 000 étrangers qui arrivent chaque année en France, et toi tu vas dire non, c'est 160 000, bon, tu auras dit c'est faux, mais qu'est-ce que tu vas apporter au débat public ? Pas grand-chose. Moi, je pense que le plus important, c'est quand tu apportes justement de la nuance. Ce dont manque notre monde, c'est à la fois d'informations vérifiées, mais c'est de nuances. C'est-à-dire que le premier mensonge, c'est d'affirmer quelque chose haut et fort en oubliant le contexte de ce qu'on a raconté. C'est-à-dire que je vais te donner un chiffre, mais je ne vais pas te donner le contexte. Et donc, tu vas avoir l'impression que ce chiffre, il est... qu'est-ce qu'on avait ce matin ? Il y avait un exemple parfait de ça. C'était sur Marine Le Pen et son procès, parce qu'on est dans cette actualité-là en ce moment. Et on nous expliquait que cette peine d'inéligibilité, donc elle a été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans. Et elle s'applique dès maintenant. Ouais. C'est-à-dire que exécution immédiate. Exécution immédiate. Dans l'enjeu de la discussion en ce moment. Donc on voit qu'il y a des discussions dans tous les sens sur est-ce que c'était normal d'imposer cette peine. Et un chiffre qui revient tout le temps, je ne l'ai pas exactement, mais en gros, c'est que ça n'arrive que dans 4% des condamnations. Une exécution immédiate. Une exécution immédiate d'une peine d'inéligibilité. Donc en fait, il y a plein de condamnations à des peines d'inéligibilité en France, mais on n'est jamais obligé de l'appliquer maintenant. Ouais. Donc on dit pourquoi c'est le cas avec Marine Le Pen. Tu vois, il y a un chiffre très clair, 4%. Oui, 4% c'est très peu, donc pourquoi elle tombe dedans ? Et voilà, et ce chiffre, il ressort sur tous les médias, notamment du groupe Bolloré, tout le temps. Il le rabâche. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, c'est quand même fou. En plus, c'est un chiffre du ministère de l'Intérieur, je crois. Alors, on a appelé le ministère de l'Intérieur pour dire, est-ce que ce chiffre, il est vrai ? Ils nous ont dit oui, effectivement. Sauf que, on s'est aperçu de quoi ? C'est qu'en fait, ce chiffre des 4%, ou 3,5%, ça compte toutes les peines d'inéligibilité qui sont prononcées en France. Mais ça compte le boucher qui a frappé sa femme, comme le commerçant qui a escroqué ses clients. Tu peux être condamné pour inéligibilité même si tu n'as pas de mandat et que tu n'aspires pas à en avoir un. Bien sûr. N'importe quel citoyen, s'il a commis des faits graves, peut être condamné à une peine d'inéligibilité. Et donc, comment tu veux comparer ? Le volume n'est plus du tout le même, évidemment. En fait, il faut regarder ceux qui avaient un mandat. En fait, combien qui avaient un mandat ou qui voulaient en avoir un sont condamnés à une exécution immédiate, quoi. Et parce que quelqu'un qui est, je sais pas moi, artisan par exemple, t'as pas besoin que la peine soit immédiate, parce que quelle est la probabilité que cet artisan se présente demain à une élection ? Oui, le juge, il n'a pas que ça à faire. Donc ce chiffre était complètement faussé par ça. Ouais. Et quand on a demandé le chiffre alors du coup, il y a combien de politiques qui ont été condamnés pour inéligibilité et qui ont dû l'appliquer immédiatement, et ça, personne n'a ce chiffre. D'accord. Personne n'est capable de te le donner. Donc le chiffre est juste, mais sans le contexte, il n'a aucune valeur. Aucune valeur. Tu peux lui faire dire ce que tu veux. Alors que du coup, après, on a regardé dans la jurisprudence, il y a des maires, il y a des élus locaux qui ont été condamnés à la même peine que Marine Le Pen récemment. Ça n'a pas fait toute une histoire. Non, évidemment. Donc c'est intéressant. Donc la nécessité d'avoir du contexte est plutôt donner un peu de nuance et pas juste être dans le oui-non parce que ça vous met dans l'autre camp et en fait tout de suite identifié comme voilà, vous êtes de l'autre camp. Alors vous êtes a priori pas dans un camp. Non, exactement. Bon, après c'est dur, moi je le pense, mais c'est dur peut-être à entendre. Donc c'est vraiment l'étiquette fact-checking, c'est pas tant dans le sens que ça a, que cette étiquette dont vous essayez de vous débarrasser pour aller plutôt sur la vérification des faits, qui est un peu on reste sur la vérification des faits, mais c'est important de comprendre qu'on ne s'arrête pas à simplement dire c'est vrai ou c'est faux. Parce que la plupart du temps, c'est pas vrai ou faux, c'est juste, en général, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, c'est le nom de ton émission, quand même. Oui, mais je vais te le dire ici, ça reste entre nous. Je l'ai encore jamais dit, ça reste entre nous, mais je trouve pas que ce soit un bon nom. C'est-à-dire qu'en fait, moi, vrai ou faux, c'est un nom qu'on m'a imposé. Ouais. C'est catchy, tu vois, un peu. Mais, oui, mais je pense c'est trop facile. Moi, je pense, je vais pousser en interne, si on m'écoute,
écoutent, je ne sais pas s'il y a des dirigeants de France Télé qui écoutent ton podcast, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et je pense que le terme de vrai ou faux ne nous sert pas. Okay. Parce que c'est pas mon métier. Ouais. Moi, j'arrive assez rarement à la conclusion que c'est vrai ou c'est faux. Tu vois, l'exemple que je viens de te donner, il est clair là-dessus. Ouais, il est à la fois vrai et faux. Exactement. C'est la nuance qui est intéressante, c'est ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu vois une évolution de ce métier? Alors, je ne sais pas si c'est un métier en tant que tel. Est-ce que toi, tu penses que c'est un métier? Alors, je suis désolé, on va quand même encore utiliser vérificateur de faits, de fact-checking pour au moins comprendre ce dont on parle, même si j'ai bien compris un peu ce qu'il y a derrière. C'est un métier qui existe officiellement? Est-ce que ou tu le vois plus comme une spécialisation? Ah bah c'est une spécialisation. Mon métier, c'est journaliste. Ouais. Mon métier, c'est vraiment journaliste. Après, dans les journalistes, il y a plusieurs métiers différents. Tu le sais, oui, tu traites de ça. Il y a, c'est difficile de le faire comprendre aux gens, mais il faut bien savoir que tu peux être chroniqueur ou par exemple éditorialiste et être journaliste. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, chez nous, on a des gens qui sont des éditorialistes politiques et qui vont avoir une carte de presse, qui sont journalistes, mais eux qui donnent leur avis. Donc, ils vont donner clairement leur avis sur une déclaration d'Emmanuel Macron en disant elle est à l'emporte-pièce, c'est n'importe quoi, c'était mal dit, il n'aurait pas dû le dire comme ça. Ce que moi, je fais jamais. Moi, je suis dans un domaine où, au contraire, je vais simplement examiner les faits. Jamais je suis pas dans le ton et je donne pas mon avis parce que c'est pas mon rôle. Ouais. Et après, il y a plein d'autres métiers. Tu peux être reporter, tu peux être grand reporter et tu as une carte de presse, mais tu fais un métier qui est complètement différent. Ouais. Et tu vois une évolution quand même donc, de cette spécialisation, de ce métier, malgré tout, sur une dizaine d'années, si tu regardes un peu ce que c'était il y a 10 ans, ce que c'est aujourd'hui? Il y a eu une espèce d'apogée, tu sais, avec chaque média avait son service qui était très mis en avant, Check News, etc. C'était déjà il y a quasiment 10 ans, j'ai l'impression. Ça a un peu évolué? Je pense que vraiment, on est à un tournant pour mon métier parce qu'on n'a jamais été aussi attaqué et parce que ces attaques, elles portent. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est une petite musique, ces critiques contre les fact-checkers que j'ai déjà évoquées. C'est une petite musique qui commence à rentrer dans les têtes. C'est-à-dire qu'effectivement, de plus en plus, tu peux avoir des gens qui vont dire « Mais oui, mais est-ce que vous n'êtes pas trop… justement noir ou blanc, partiaux, est-ce que vous n'avez pas des collusions, etc. » Ça rentre. Et au sein même de notre profession, ça peut être les gens, parce que nous, en fait, la profession des journalistes, on est imprégné de ce qui se passe autour de nous. Ouais. Si c'est la pensée, si cette espèce de petite musique, elle tourne dans la société, elle va arriver chez les journalistes. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment où il faut qu'on réagisse, nous, pour faire comprendre ce que c'est que notre métier. Et moi, je suis prêt à abandonner ce terme de fact-checker dont je me fiche. Je suis prêt à abandonner ma marque de vrai ou faux qui me semble pas la bonne. Ce que je suis pas prêt à abandonner, c'est d'expliquer aux gens que un univers où la désinformation ne pourra plus être distinguée de l'information, où les faits ne pourront plus être distingués des opinions, c'est un univers dans lequel vous allez être manipulé en permanence. C'est dystopique, mais c'est la réalité, quoi. On peut critiquer mon métier comme vous voulez. Mais ne vous trompez pas, si je suis attaqué autant, s'il y a autant de gens qui se disent « ce mec-là, si on veut arriver au pouvoir, il faut qu'on lui marche dessus », c'est parce que mon travail, il sert à quelque chose, je pense, et eux l'ont bien réalisé. Donc il faut, à mon avis, faire attention à pas tomber dans la facilité de se dire « Ouh là là, les fact-checkers sont finalement peut-être pas si utiles que ça. Regardez ce qui est en train de se passer. Cette désinformation, elle monte, elle est globale et la vague, elle va nous renverser. » Donc c'est pas nous, les fact-checkers, qui allons empêcher la vague d'arriver. Mais en tout cas, on est certainement une des petites digues qu'il faut éviter de faire sauter, à mon avis. Ouais. Et tu parles forcément avec d'autres. Comment ça se passe dans les médias aujourd'hui? Ça a le vent en poupe, c'est compliqué, c'est bien vu, ou justement, comme tout le monde sent qu'il y a ces critiques, etc., on évite de trop le mettre en avant? Alors, moi, je pense que le travail qu'on fait, quoi qu'il arrive, on sait dans les médias qu'il est essentiel. Simplement, on le fait différemment. C'est-à-dire que, par exemple, l'émission que je présente, Vrai ou Faux, elle marche de mieux en mieux. Là, France Info est une chaîne info qui est relativement petite par rapport aux autres, mais mon émission en particulier fait souvent 3-4 fois l'audience de France Info. Oui, sur ma tranche. Sur ma tranche, on a eu, il y a 2 semaines, on faisait 3,6% sur une chaîne qui fait en moyenne 0,8-0,9. Ça commence à être… Voilà. Donc c'est un succès, donc c'est dire qu'il y a des attentes. Donc ça veut dire qu'il y a une attente d'informations nuancées, raisonnées, rationnelles, scientifiques contre ces comme anathèmes et ces petites phrases polémiques qu'on entend tous les jours. Ouais. En fait, il ne faut pas se tromper. Je pense que peut-être que le fact-checking, je pense qu'il va falloir s'en débarrasser. En revanche, le travail qu'on fait de vérification et de
de décryptage de l'actualité, je pense qu'il est essentiel et il marche de mieux en mieux, au contraire. Par exemple, on pourrait dire que les chaînes info, voilà, tu as le modèle CNews, par exemple, où c'est que de l'opinion à gogo. C'est un modèle qui marche très bien, certes. En termes d'audience. Mais il faut bien comprendre qu'une partie de la population attend ça, certes, et pourquoi pas. Et d'ailleurs, je pense que d'autres médias ont commencé à se dire « Oh là là, c'est ce qu'il faut faire parce que regarde, sur CNews, ça marche ». Peut-être, c'est un des modèles. Mais il ne faut surtout pas croire que parce qu'il y a ce modèle qui existe, c'est le seul possible. On est la preuve vivante que ce n'est pas le cas. Vrai ou faux ne fait que progresser en ayant le modèle inverse. Dans l'émission que je présente, tu n'auras jamais deux personnes qui se foutent sur la gueule au sujet d'un thème d'actualité. C'est le contraire. Oui, il n'y a jamais d'esclandre, il n'y a pas de pic, il n'y a pas de truc. C'est l'anti-scandale et sensationnel, quoi. On est l'émission garantie sans buzz et sans polémique. Donc ça, et tu vas dire, c'est pas très sexy comme. Tu vas dire, je préfère Hanouna, moi. Etc. C'est pas le truc qu'ils vont. Ouais, tu vas dire, je préfère Hanouna, mais non. En fait, il faut bien voir que la population française n'est pas une. C'est-à-dire que pas parce que ce modèle marche bien de tout talk et tout opinion qu'il y a que ça qui intéresse les gens. Il y a une partie des gens qui ont envie d'autre chose. Et moi, je parie que la partie qui a envie de se cultiver, qui a envie de comprendre les choses dans leur complexité, elle existe. Et je pense qu'on est en train de le montrer avec Vrai ou Faux. Ouais. Et qui le regarde justement ? Parce on va revenir aussi à un des sujets autour du fact-checking, se dire quel est l'intérêt. Alors, c'est bien de le faire, mais ça n'a pas forcément d'impact. Et si ceux qui regardent l'émission sont ceux qui sont déjà convaincus que les infos sont fausses, c'est une espèce d'entre-soi, etc. C'est pas les gens qui regardent Hanouna qui vont regarder Vrai ou Faux. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça, c'est les limites de la télévision. Donc il faut bien voir que le travail que je fais moi, j'essaye de travailler sur plusieurs médias en même temps pour adresser des publics différents. Donc à la télé, tu as tout à fait raison. Penser qu'à la télé, tu vas quelque part faire changer d'avis les gens sur des sujets, c'est compliqué. Même si... Ça a son rôle, son utilité, et ça donne du sens, du décryptage, etc. C'est deux choses. C'est qu'en fait, déjà, les gens qui regardent, ils peuvent très bien être en désaccord avec toi. Par exemple, la semaine dernière, on a fait toute une partie sur l'antisémitisme. Bon, tu peux avoir des gens, et j'ai eu des retours qui me disaient « Mais t'as pas assez parlé de ça, t'as pas assez fait ça, etc. » Sauf qu'ils vont quand même en retenir quelque chose. Et finalement, dans leur discussion avec les autres, l'idée reçue qu'ils avaient, ils auront quand même écouté ce qu'on a fait et ça pourra être utile. Et puis ensuite, il y a la partie après qu'on a fait sur, admettons, l'armement en France. On a fait ça aussi. Ouais, est-ce qu'on a peut-être moyens, que là, l'armée... Peut-être que là, en l'occurrence, il aura retenu les arguments qu'on a fait. Et quand tu vas te retrouver au repas de famille avec tonton complotiste ou tata complotiste qui va te sortir ces arguments-là, tu pourras lui répondre. Et tu vas pas lui répondre de façon générale en disant « Ah, tu me saoules, parlons d'autre chose ». Tu vas être capable de lui dire « Bah oui, mais moi, je me rappelle des arguments qui sont sortis, ce chiffre il est faux et je t'explique par A plus B que c'est faux. » Et les études ont montré que les gens qui sont les proches sont capables de faire évoluer les avis des gens. Convaincre, évoluer, nuancer. Ouais, ou même des fois convaincre. C'est-à-dire qu'autant moi, ils ne m'écouteront pas, les gens qui sont vraiment passés du côté complotiste. En revanche, les proches, oui. Ils écoutent encore leur famille, etc. en général, même si c'est plus compliqué parce qu'ils peuvent se couper du monde, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut les avoir. Ça, c'est l'utilité de la télé, qui est toute relative, parce que le public qui nous regarde, tu as raison, c'est un public qui est en général conquis. C'est pas notre public cible. En revanche, moi, j'ai une grosse activité sur les réseaux sociaux. Donc, tu pourras retrouver ce qu'on fait et ce que je fais moi. Tu es sur Twitch tous les dimanches soirs et il y a un podcast derrière. Alors, déjà, je suis sur les réseaux du style Instagram, TikTok et Facebook et Twitter. X, donc on est sur tous ces réseaux-là et ce qu'on fait marche bien. Et après, oui, moi j'ai lancé depuis pas longtemps des petits projets aussi pour me faire plaisir et pour découvrir d'autres choses. Donc je stream sur Twitch tous les dimanches soirs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme où en fait tu vas prendre le temps, c'est-à-dire que moi je parle pendant avec des heures. En fait, tu streams, t'as aucune c'est aucune vraiment, limite. Et t'as le chat, la communauté qui réagit, les questions, etc. Donc c'est vraiment des discussions. T'es en discussion avec une communauté pendant le temps long, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Tu réponds à leurs questions, ils t'apportent des informations complémentaires parce que l'avantage c'est que tu crées une communauté qui quelque part s'engage dans ton domaine, c'est-à-dire la lutte contre la désinformation, et ils t'apportent des infos, ils t'aident dans ton enquête. Donc c'est très intéressant et je pense que ça fait effet boule de neige parce que tu vas aborder une des communautés des gens qui te regarderaient jamais à la télé. Les gens de Twitch, jamais de la vie, ils me regarderaient. Non, c'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes audiences. Voilà. Et après, effectivement, de ça, je tire un podcast qui potentiellement peut encore toucher de nouveaux publics. Voilà. D'accord. Et donc l'émission, vous êtes aussi décliné sur toutes les plateformes. Et donc là, vous touchez pareil, c'est d'autres messages ou c'est les mêmes contenus, les mêmes fact-checking qui sont rediffusés sur les plateformes ?
Alors, on adapte les contenus, c'est-à-dire que tu vas pas retrouver, on met quelques sujets télé sur les réseaux sociaux, mais la plupart du temps, on va les retravailler pour qu'ils soient, on va dire, sexy sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, c'est les journalistes qui ont fait un sujet télé, ils vont ensuite le faire en face cam et expliquer à une audience beaucoup plus jeune pourquoi ce sujet il est important et raconter leur histoire. Et ce qui est terrible avec les réseaux sociaux, c'est que chaque réseau demande un format et presque une narration différente. Donc on y passe beaucoup de temps. Mais je pense que c'est essentiel parce que la télévision, c'est un public qui est âgé. Donc, je sais pas, sur France Info, je pense qu'on est à plus de 55 ans d'âge moyen. Mais je te dirais que même quotidien, ils sont à plus de 45, je pense. Enfin, c'est pas comme si les jeunes ne regardent pas la télé. Donc, du coup, c'est plutôt des gens relativement âgés. Et sur les chaînes info, un peu plus masculins que féminins. Et sur les réseaux sociaux, par contre, là, on touche beaucoup plus de gens qui sont entre 25 et 35, voire plus jeunes sur TikTok. Et beaucoup plus de femmes, et ce qui est aussi important. Oui, clairement. Les jeunes, tu peux les convaincre de justement qu'un fait, qu'ils pensaient être vrai est faux. Ça marche un peu sur l'impact. Donc là, tu vois, tu parles à tout le monde par les réseaux, différents formats, etc. C'est quoi l'impact que tu peux avoir ? Ah mais moi, je suis persuadé qu'on pointe du doigt les jeunes et qu'on se plante complètement, en fait. C'est-à-dire que tu me poses la question, c'est à mon avis intéressant, est-ce que les jeunes, tu peux les convaincre ? Moi, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus facile de convaincre des jeunes que des gens de 60 ans. Parce qu'en fait, quand tu es quelqu'un de 15, 18, 20 ans, il va des fois t'affirmer les choses de façon hyper claire, hyper péremptoire, c'est comme ça, et puis un peu, ça peut être des fois un peu violent. Jeune coq, quoi. Ouais, voilà, tu dis n'importe quoi, machin. Mais en fait, finalement, quand tu établis un dialogue, c'est encore des âges où notre pensée n'est pas complètement fixée et figée. Donc en fait, tu arrives à discuter avec des jeunes et à dire mais tu vois bien que là tu te plantes, je t'apporte et ils sont capables encore d'évoluer. Ce qui est beaucoup plus compliqué, et je pense que notre principal problème il est là, c'est que pour les gens qui sont plus âgés, mais je m'inclus dedans et encore plus après, une fois qu'on s'est fait des idées précises, on a l'impression qu'on détient la vérité et on a de plus en plus de mal à écouter des arguments contraires. Et j'ai envie de dire que ça devrait être notre principal problème, parce qu'on a une population, 1, qui vieillit, et 2, que ce sont eux qui votent. Or, c'est eux... Et qui ont le pouvoir d'achat aussi. Et qui ont le pouvoir d'achat. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir. Et regardez sur les réseaux sociaux, ceux qui sont les plus gros militants de la désinformation, ceux qui sont persuadés qu'ils savent tout. Ouais, je veux dire, c'est Madame Michu de 65 ans sur Facebook. Ouais, mais quand tu dis Madame Michu, c'est pas forcément quelqu'un de pas éduqué. Hein. Non, ça peut être tous les profils sociaux. Bien c'est sûr. Vraiment ça qui est incroyable. Bien sûr. Mais c'est là, effectivement, avec cette viralité de partage des fake news, etc. Je dis pas que les jeunes, il n'y a pas de problème avec. C'est-à-dire que les jeunes évidemment, il y a un problème de qualité d'éducation qui, je pense que ça va pas très bien en France. Il y a un problème de compréhension de ce que c'est que les médias. Ils lisent pas le journal, ils regardent plus la télé, ils sont complètement coupés des médias. Et compréhension de même ce que c'est qu'une information. Il y a un vrai problème chez une partie des jeunes de comprendre ce que c'est que l'information. Donc il y a des problèmes spécifiques. Je dis pas qu'il faut pas travailler avec les jeunes. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes dans des classes. J'y vais beaucoup. Mais je pense qu'il faut surtout pas... se dire que l'éducation aux médias, globalement, etc., ça concerne que les jeunes, quoi. Ah non, je pense que Je pense que le plus dur, c'est de travailler avec des retraités, je pense. Ouais, mais il faut les trouver où alors, effectivement, sur Facebook, etc. Et en plus, t'as pas une école qui les regroupe, Donc, non, c'est ça. Donc ça, c'est pas évident. On arrive, je reviens un peu sur la question à faire changer... parce qu'on dit souvent, voilà, à partir du moment où une fake news est passée, c'est viral, ça marche, ça touche des millions de personnes, et derrière, on a beau démontrer que c'est faux, on va même pas toucher 1% des gens qui ont été confrontés à la fake news, quoi. Donc ce côté un peu, pas coup d'épée dans l'eau, mais c'est pas un peu frustrant? Ouais, alors après, j'entends toujours ces chiffres de, tu sais, une fake news circule 6 fois plus. Ouais, j'ai plus les chiffres, mais tu vois un peu. Oui, c'est des chiffres un peu, j'ai envie de dire tarte à la crème qu'on entend tout le temps, qui ont été sortis dans une étude américaine, et puis tout d'un coup, ça devient un chiffre que tout le monde se refourgue parce qu'il est pratique. Alors, ça correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'on sait que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile de... Voilà, comme tu tapes dans les émotions des gens, et que ce qui marche très bien, c'est de les faire réagir fortement à des choses. Bon, les fake news, c'est le magique, top pour ça. Parce que quand tu racontes que, comme tout le monde, que le missile a été tiré par les Russes, bon, ok, mais tu vas pas liker le truc. Quand un mec te dit, mais moi je sais que le missile n'a pas été tiré par les Russes, mais c'est un coup de l'Ukraine qui tue sa propre population, alors là, forcément, les gens partagent parce qu'en se disant, tiens, j'ai une information extraordinaire, c'est un truc de fou. Et donc là, ils vont partager ça. Donc évidemment que sur les réseaux sociaux, il y a la prime à raconter quelque chose
d'extraordinaire qui va nous faire réagir. Ça, c'est une évidence. Après, il faut pas non plus faire son Calimero. Quand tu regardes ce qu'on fait, par exemple, sur Instagram, on a plein de fact-check à nous, ou d'explications qui font des centaines de milliers de vues, qui se partagent énormément, parce que toujours pareil, il y a des gens qui commencent à réaliser que ils en ont un peu marre de ce Toto 73 qui leur raconte que c'est l'Ukraine qui se balance des missiles sur la tête, et que peut-être que comprendre les choses un peu plus en profondeur, ça serait intéressant. Les gens ne sont pas idiots. Et les gens ne sont pas plus idiots sur les réseaux sociaux que... Non, de toute façon, c'est les gens. C'est les mêmes. Les réseaux sociaux, tout le monde. Oui, mon père, il est sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc et mon père, je suis sûr que quand tu lui proposes à un moment quelque chose de plus détaillé, de plus décrypté et de... Ouais, de bien fait, de bien mis en forme. Voilà, moi j'y crois. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux marche très très bien. Vous avez des formats justement un peu signature où tu sais qu'ils marchent bien, etc., qui ont plus d'impact? Alors, on a plusieurs formats sur Insta. On a un format qu'on appelle Carousel. Donc, c'est en fait, on va reprendre une info, mais la mettre sous forme de vignette, donc de sorte de photos avec un peu de texte. Et on va mettre, par exemple, une dizaine de photos les unes après les autres avec du texte. Et on explique l'histoire qui était dans notre sujet dans un carrousel. Et ça marche très bien, parce qu'en fait, ça correspond bien. Tu es dans le métro, t'as pas d'écouteurs, tu peux pas t'écouter un truc. Tac, 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 tu te passes le texte, et ça marche très bien. Et on a après, l'autre format qui marche très bien, c'est qu'on a une équipe avec des jeunes, et donc je leur demande quasiment systématiquement de reprendre leur sujet, mais face cam. C'est-à-dire, tu vois, un peu comme dans le studio que tu as à toi, c'est-à-dire avec des micros, un peu de micro de streamer, et un truc un peu plus brut de décoffrage, mais où il y a un côté humain. Ouais, un peu incarné. Voilà, c'est moi qui te raconte cette info. Et ça marche très bien aussi. Ouais, ça, c'est les formats. En fait, il faut utiliser les bons codes. Tu peux nous raconter un peu comment ça marche, le fact-checking, globalement? Alors, c'est peut-être une question un peu générique, mais comment est-ce que vous choisissez les sujets? Parce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, quelque part. Je reprends l'émission Vrai ou Faux. C'est comment viennent les sujets que vous allez traiter? Ouais, et effectivement, c'est un moment crucial. On appelle ça la conférence de rédaction. En particulier dans le fact-checking, c'est très important, parce que c'est le moment où tu vas dire ça, je le traite pas. Et donc, ça dessine une ligne éditoriale, exactement, quelque part. Exactement. Et en fait, il y a une critique qu'on nous fait, et je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête, c'est, on nous dit, oui, mais vous, au choix des sujets, vous faites votre ligne. Si par exemple, je me dis, je vais fact-checker que Mélenchon et pas Marine Le Pen, ou l'inverse, ou alors Marine Le Pen et pas Macron, tu crées une ligne éditoriale sans le savoir. Donc tu vas dire, bah oui, mais je fais que vérifier. Oui, mais bien sûr, la sélection des sujets est très importante. Que tu as envie de débunker ou pas débunker. Voilà. Ce qui est le cas dans n'importe quel journal ou média. La sélection de tes sujets en dit sur ta ligne éditoriale. Donc c'est là que c'est très important. C'est que nous, on a une conférence de rédac tous les matins à 10h15. Et tous les matins à 10h15, je me dis, OK, le sujet, il est intéressant, mais est-ce que je le choisis parce que moi, il m'intéresse, ça correspond à mes valeurs, ou est-ce que je le choisis parce que vraiment je me pose la question, est-ce que c'est vrai ou faux, ou est-ce que ça mérite d'être nuancé? Et donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'avoir en tête tout le temps, pour éviter de faire quelque chose qui me ressemble, mais je veux faire quelque chose qui est une utilité pour le débat public. Voilà. C'est toi qui as le final cut sur les choix? Ouais, alors après on a un fonctionnement un peu particulier. Moi j'ai une petite équipe, moi j'ai toujours aimé bosser dans des équipes relativement réduites, donc c'est un peu, il y a un fonctionnement un peu en bande où on se connaît bien, et chacun est force de proposition. C'est-à-dire que c'est pas une conf de rédac où moi je vais dire Louis, tu travailles là-dessus, Luc, tu travailles là-dessus, et toi tu travailles là-dessus, on fait un point à 11h, et puis non, ça marche pas comme ça. On se regroupe tous, on se dit bon, par rapport aux veilles qu'on a, parce que ce qui est très différent avec les journalistes classiques, c'est que nous, notre travail de veille, il est vraiment très important. On va regarder ce qui s'est raconté. Ouais. On va écouter tous les politiques tous les matins. Tous les matins, il y a des gens qui sont dédiés à écouter tout ce que les politiques ont raconté. Toutes les matinales. Exactement. Et dire, ça me paraît bizarre, qu'est-ce que t'en penses? Et puis il y a un autre qui va arriver en disant, moi, par exemple, sur mon Instagram, j'ai ce message qui est apparu, et je me suis demandé si ce chiffre, il était vrai, ou cette affirmation est vraie. Et donc, on fait tout le monde raconte un peu ce qu'il a vu le matin, et là, on choisit. Et alors oui, j'ai le final cut. Au final, c'est moi qui suis garant de l'équilibre de la couverture qu'on va faire. Ok. Et comment vous fact-checkez, là, si on vient un peu sur la méthodologie? C'est un travail classique de journaliste, passer des coups de fil, croiser des infos, etc. Puis après, choisir comment on va le présenter. Non pas le démenti, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, la manière dont ça a été fait, la nuance, etc. Il y a un travail particulier? Déjà, la première chose qui est importante avec le fact-checking, et je pense que c'est pour ça que même si le mot disparaît, la méthodologie perdurera, c'est que on explique notre méthodo en général dans notre sujet. C'est-à-dire que très souvent... Ça fait partie de la narration. Ça fait partie de notre narration. C'est qu'en général, si nous on dit ce chiffre est faux, pourquoi?
eh ben, on va vous montrer l'étude dans laquelle on a trouvé le bon chiffre. On va vous expliquer à quel endroit de l'étude on a trouvé le bon chiffre et on va vous montrer un expert qui raconte pourquoi ce chiffre-là, il est bon et pourquoi l'autre n'est pas bon. Donc en fait, dans le journalisme, on va dire classique, tu te concentrais de dire le bon chiffre, c'est ça. Nous, on va prendre le mauvais chiffre et on va expliquer tout le processus qui a été nécessaire pour le vérifier. Et je trouve que c'est en ça que c'est une force. Le fact-checking, si on ne devait garder qu'une chose, c'est ça, c'est qu'on est transparent sur la façon dont on travaille. Quand on choisit un expert, on explique pourquoi on a pris cet expert-là. Il n'arrive pas d'autorité, boum, c'est lui. On va dire historien spécialiste de cette oui, hyper transparent, c'est intéressant. Exactement. Effectivement. Quoi. Vous annoncez pas quelque chose, vous expliquez toute la démarche, etc. Et après, sur la méthodo, la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que c'est un métier très technique. Alors, il y a une partie technique, c'est-à-dire que quand tu vas vérifier des images, par exemple, oui, tu vas te servir de logiciels particuliers, de techniques d'OSINT, donc d'enquête visuelle particulière, etc. Mais d'une manière générale, l'essentiel de notre boulot, c'est un boulot de journaliste classique, c'est-à-dire que tu l'as dit, on appelle les bonnes sources, on trouve les bonnes personnes, on leur parle, on croise nos infos. Et puis, peut-être la spécificité, c'est que nous, si tu me donnes un chiffre, je ne vais pas me contenter de dire c'est un chiffre qui vient des Échos ou du Monde. Moi, je veux retrouver systématiquement d'où vient ce chiffre, à quelle page de l'étude il a été fait, et je veux comprendre si on extrait ce chiffre de cette page comme ça. Est-ce que ça a encore du sens ? Est-ce que ça a encore du sens ? Donc on va à la source de l'info systématiquement, et ça je le demande aux équipes toujours. L'exemple des 4% était effectivement un bon exemple. Exactement. Je reviens une seconde en arrière sur le truc du Final Cut, etc. Juste parce qu'on peut te taxer de partialité quelque part, etc. Mais en fait que toi t'es quelque part le rédacteur en chef de l'émission. En fait, quelque part c'est pas très grave parce que si tous les médias faisaient ça dans le pluralisme de la presse, ça s'équilibre. Quelque part, c'est pas grave que toi, j'ai pas creusé la ligne éditoriale de vrai ou faux, mais t'es une ligne éditoriale, c'est pas très grave. Oui, mais après, moi, je travaille pour le service public, qui a un cahier des charges particulier. C'est-à-dire que du journalisme orienté au sens de droite, politique, de gauche ou avec une ligne politique, ça a toujours existé et je pense que c'est une bonne chose. On sait très bien que Libération est à gauche et que Le Figaro est à droite et ça pose de problème à personne. La particularité, c'est que moi, je travaille pour le service public. Et le service public, on ne peut pas se permettre d'avoir une ligne politique. Je suis uniquement militant du journalisme. Après, je ne défends que ma ligne, que le journalisme de qualité, en tout cas auquel je crois. Mais je ne peux pas avoir une orientation politique. C'est pour ça que ça rajoute une question de neutralité supplémentaire quand tu travailles pour le service public. C'est pas la même chose quand même. Mais ça, c'est pas évident parce qu'effectivement, sauf à compter le nombre d'articles, tu comptes ou vous savez à peu près si vous traitez plus de Mélenchon ou de Le Pen, par exemple. Justement, tu vois, c'est ce qui est les bons exemples un peu d'extrême. Oui, mais là, c'est là que il faut pas croire que quand tu travailles sur la désinformation, tu dois mettre dans tes bidons autant de Le Pen que de Mélenchon, que de Macron, que de Bayrou. Ça marche pas comme ça. Parce que là, effectivement, tu aurais de l'équilibre, mais tu n'aurais pas de la neutralité. Parce qu'il y a des courants politiques et des hommes politiques, des femmes politiques qui propagent beaucoup plus de désinformation. Ouais, ce serait pas l'équité, quoi. Mais non, en fait, le but n'est pas de mettre dans tes bidons exactement la même dose de chaque parti. Ça marche pas comme ça. La seule chose que tu peux faire, c'est te dire à chaque fois qu'une fausse information sera donnée par quelqu'un, tu vas t'y atteler avec la même méthodologie. Que ça soit Macron, Bayrou, Mélenchon ou Le Pen, t'appliques la même méthode. Mais concrètement, en ce moment, la désinformation vient encore plus des extrêmes, sur le plan factuel, je parle. Hein. Ceux qui tordent les faits le plus et qui s'en servent comme outil politique, c'est-à-dire que les intox et la désinformation devient une façon d'accéder au pouvoir, ça devient une façon d'impacter, ça devient une façon de faire de la politique. Il suffit de penser à Trump. C'est quelque chose qui a été réfléchi. Oui, c'est théorisé. C'est théorisé, ils savent très bien que... Voilà. Et ça, il y a certains courants politiques, je parle des extrêmes, mais c'est encore plus valable du côté de l'extrême droite, qui utilise clairement ces ressorts de la désinformation pour arriver au pouvoir. Donc, si jamais je disais, bon, je les traite comme les autres, et donc, même s'ils ont dit 4 mensonges aujourd'hui, mais que, je sais pas, Macron ou Mélenchon ou Bayrou en ont dit 1, il faut que j'en trouve 4 pour Macron et 4 pour... Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et il suffit... moi, je pense que la meilleure chose, c'est pour ceux qui disent qu'on est de gauche, qu'on est de droite, qu'on est du centre, regardez notre couverture et évaluer honnêtement notre couverture. Et vous allez voir que oui, alors si vous regardez, je pense objectivement, il y a plus de choses sur l'extrême droite. Parce qu'ils en produisent plus. Parce qu'ils utilisent
la désinformation comme outil politique. Mais ça ne veut pas dire qu'on a peur d'aborder des mensonges, des manipulations, des intox qui viendraient du gouvernement. On le fait tout le temps. Ouais. Tout le temps. On l'a fait sur Bayrou récemment, on l'a fait sur Macron moult fois. Il ne faut surtout pas qu'on se censure là-dessus. Ouais. C'est arrivé que vous puissiez dire qu'une fake news en fait était fake et en fait elle se révèle vraie, tu vois, enfin quelque part j'ai un exemple en tête dont je discutais avec un pote, Benjamin en l'occurrence, sur justement l'origine, tu vois, du Covid. Lui est persuadé que ça vient d'une fuite laboratoire, et puis tu as l'histoire de l'OMS qui disait non mais c'est plutôt ça vient d'un marché, les animaux, en fait on sait pas trop, mais grosso modo, tous les fact-checkers disaient c'est du complotisme de dire que ça vient d'un laboratoire, donc on sait plus vraiment où est le vrai et le faux, et on peut se planter. Vous êtes déjà planté ? Ça, c'est un très très bon exemple. Et je vais y passer un petit peu de temps. Le fait de dire que la fuite venait d'un laboratoire, il y a eu plusieurs temps. Et ça me fait marrer parce que je pense qu'il n'y a pas un jour où sur les réseaux sociaux, quelqu'un me dit « Ah, tu vois bien que tu t'es planté ». Et alors, si on part de maintenant, déjà, il faut arrêter. Il n'y a pas... on ne sait toujours pas d'où vient le Covid. Est-ce qu'il est venu d'un laboratoire ou pas, ou d'une zoonose, c'est-à-dire qu'il est passé d'un animal à un autre quelque part? On n'en sait rien. La piste du laboratoire est une piste sérieuse qu'on ne peut pas évacuer et qui est plausible. Mais ce qui est drôle, c'est que effectivement, dans les, je crois, 2 premiers mois où des gens commençaient à raconter ça, sans avoir aucune info, c'est les gens qui étaient dans leur cuisine à Nanterre et ils racontaient que oui, c'est sûr, c'est les Chinois qui ont créé le virus, etc. À ce moment-là, on n'avait aucune information pour corroborer ça. Donc, tout le monde a commencé à dire, là, pour l'instant, c'est du complotisme, on n'a rien. Mais ce que les gens oublient, et c'est quand même très drôle, c'est que j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, quand est-ce que j'en ai parlé du fait qu'il y avait cette piste plausible d'une sortie de laboratoire? À ton avis, tu dirais que la première fois que j'en ai parlé, c'est quand? J'en ai aucune idée, Julien, je ne peux pas dire de bêtises. Moi, les gens pensent que encore aujourd'hui, je suis encore sur ça. En novembre 2020. Oui, donc il y a 5 ans, enfin 4 ans et demi. Quasiment 5 ans. Donc en fait, les premières fois où ça a été abordé, c'était quelques mois avant. Effectivement, au début, je regardais les infos qu'il y avait et rien ne pointait vers ça. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, il n'y a rien qui pointe vers ça, mais on va quand même vérifier d'où ça vient. Est-ce que c'est plausible comme histoire? Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est pas juste sur Internet, j'ai fait des recherches. J'ai appelé les meilleurs spécialistes sur le domaine. J'ai appelé Étienne de Crolly, par exemple, qui est chercheur au CNRS, qui bosse sur ces questions-là. J'ai appelé des gens aux États-Unis. J'ai fait mon enquête. Et j'ai commencé à m'apercevoir qu'on ne pouvait pas évacuer d'un revers de main cette histoire. Et en novembre 2020, je fais une chronique ultra claire dans Vrai ou Faux pour dire, les gars, possible. Il faut arrêter de parler de pangolin sur un marché, on n'en sait rien. Et je suis toujours resté sur la même ligne. C'est-à-dire, arrêtons de donner des certitudes aux gens, on ne sait pas d'où ça vient, mais en revanche, contrairement à un complotiste, moi je n'affirme pas que ça vient d'un laboratoire, parce que personne ne peut l'affirmer pour l'instant. Ils te reprennent des infos en disant « oui, la CIA dit que… » Mais à chaque fois quand tu regardes, la CIA ne dit pas que ça vient d'un laboratoire. Ils disent que c'est une piste sérieuse qu'ils envisagent. Et pourquoi ils en parlent beaucoup en ce moment? Parce qu'ils sont dans une guerre avec la Chine et que ça les arrange aussi de dire « c'est vous qui avez créé le Covid ». Donc en gros, les différentes options sont sur la table et il faut les examiner sérieusement. Mais moi, je n'aborde les choses qu'à partir du moment où j'ai travaillé dessus. Contrairement à un complotiste qui a fait 3 recherches sur Internet, j'ai appelé des gens, j'ai fait une enquête. Il y a même eu un envoyé spécial qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, sur l'origine du Covid. Tous les complotistes sont là. Ça, c'est bien. Mais c'est qui? C'est des journalistes qui ont fait cette enquête. C'est pas eux. Et qui travaille avec ces journalistes, à votre avis? Mais c'est mon équipe, en fait. On était dans l'équipe qui a travaillé dessus. Et là, je te parle c'est à plusieurs années. Donc, que des gens aujourd'hui me disent « Oh là là, tu continues à penser que c'est un pangolin », c'est presque risible, quoi. Ça te fait marrer. C'est risible, en fait. Ouais. C'est risible parce que ça fait presque 5 ans que je dis que c'est pas le cas et qu'on en sait. Enfin, voilà, c'est drôle, mais ça montre aussi la malhonnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que tu fais semblant de connaître les gens par cœur, mais tu n'as même pas fait le minimum de vérification pour te dire mais qu'est-ce qu'il a vraiment dit ce type, tu vois. Tornade, c'était pour toi tout ça. On pourrait parler du rôle des plateformes, parce qu'on en a beaucoup parlé, la propagation et la diffusion, de votre travail sur les plateformes, le rôle qu'elles ont dans le fact-checking. Elles se drapent toutes dans un peu un rôle où on va modérer, etc. Sur X, il y a des contributions de lecteurs qui sont censés apporter un éclairage sur ces sujets-là. Comment tu juges un peu leur travail, leur effort là-dessus? Alors, le travail de modération des plateformes, tu veux dire? Je pense qu'il... Aujourd'hui, en 2025. Je pense qu'il est quasiment
il est quasiment nul maintenant. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte tu disais une hype autour du fact-checking à un moment où je pense qu'ils se sont sentis un peu obligés de modérer les contenus en se disant ouais, c'est peut-être pas bien de laisser passer de la désinformation. Très honnêtement, pour avoir suivi cela de l'intérieur, c'était le minimum syndical de toute façon. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché la propagation de fake news. Ça existait déjà, ça se propageait beaucoup plus que les fact-checks qu'on pouvait faire, donc la vérification. Mais maintenant, je pense que les masques sont tombés. C'est ça qu'on voit bien que des gens comme Zuckerberg, évidemment Elon Musk, mais même Zuckerberg qui détient donc Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu envie de faire. Eux, ils croient en la liberté d'expression absolue. Et on peut en parler si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais c'est une liberté d'expression absolue qui en fait est totalement biaisée en fait, parce que ils veulent qu'on laisse toute la désinformation disponible sur la plateforme en disant que ça crée de l'engagement. Ça crée de l'engagement, ça crée du clic et ça me fait de l'argent, donc ça, pas de problème. Donc là, ils sont d'accord pour la liberté d'expression absolue, mais au final, quand tu regardes leurs pratiques, Elon Musk, par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui le critique, il va s'arranger pour qu'il dégage de son réseau. Ouais. Il y a plein d'exemples de gens qui sont bannis de X, etc., parce qu'ils ne sont pas d'accord et ils l'ont fait savoir. Et lui, il va s'arranger pour que ses idées se propagent 1000 fois plus que les idées de ses opposants. Et c'est des exemples tout bêtes, mais Mark Zuckerberg qui vient de te faire un discours émouvant sur comment les fact-checkers sont des censeurs, on est devenu sa dernière vidéo, qui date d'il y a un mois, voilà, où il disait que c'était un enfer, effectivement. Ouais, qu'on était vraiment la cible à abattre, quoi. Ouais. C'est vraiment, on est des censeurs, on est voilà. Et donc ils annulaient tout ça, hein, toute la modération humaine était arrêtée, etc. Donc Mark Zuckerberg qui déjà a dit l'inverse complètement il y a encore 2 ans, et donc il a complètement changé d'avis. Et puis Mark Zuckerberg qui traite avec les autorités vietnamiennes par exemple sans aucun problème, et quand les autorités vietnamiennes lui disent tu enlèves ci, tu enlèves ça, et tu nous livres les coordonnées de telle personne, il accepte. Il le fait. Donc en fait, comment tu peux te présenter en défenseur de la liberté d'expression quand tu dis par contre aucun problème à collaborer avec le régime vietnamien qui, je le rappelle, est très proche du régime chinois. Il n'y a pas de moralité dans tout ça. C'est des intérêts économiques. Et je pense même que Zuckerberg s'en contrefout de notre liberté d'expression à nous. Hein. Royalement. Voilà, on est d'accord. Non, mais on est bien d'accord, mais c'est bien effectivement de le rappeler. Ça va bien en le disant. Et tu vois justement un peu de ces discours autour de Trump. Donc là, ça fait même pas 3 mois qu'il est revenu. Novembre, ouais. Tu revois une accélération dans la diffusion de fake news, etc. Est-ce que ça a un peu lâché les chevaux et vous voyez que c'est un peu la plus sauvage qu'il y a quelques mois sous Biden ou pas spécialement? Je pense qu'il suffit d'ouvrir ses réseaux sociaux. D'ailleurs, il faut faire attention parce que moi, j'ouvre mes réseaux sociaux à moi, mais j'ai envie de te poser la question à toi. Quand tu ouvres tes réseaux sociaux, est-ce que tu as ce sentiment-là? Alors moi, sur X, c'est hyper violent. Je vais sur X une fois de temps en temps, peut-être une fois par semaine, et j'en ressors limite avec la gerbe. Tu vois, c'est très violent. Après, je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux dans l'absolu, mais j'ai toujours la curiosité d'aller voir sur X. Et ce que me propose le feed en 1 seconde sur plutôt de l'extrême droite ou de l'extrême gauche en fait, les deux, avec une violence absolue. Je trouve ça ouf. Et après, je suis pas plus intéressé par Facebook, les trucs d'amis, tout ça, ça n'existe plus. En fait, c'est même plus mis en avant, etc. Donc, je pense que les chiens ont été lâchés. Donc, sur X, c'est une évidence. C'est tenu par un milliardaire qui est un des proches collaborateurs de Trump, qui ne cache pas son idéologie d'extrême droite. Extrême droite, parce que maintenant, je veux dire, on sait plus où le positionner, mais enfin, je veux dire, il soutient l'AfD en Allemagne, parti régulièrement, qui s'associe régulièrement avec des néo-nazis quand même. Donc même le Rassemblement national voulait plus être associé avec eux. Oui, voilà, pour te mettre exactement. Droite, donc là, on commence à partir très très loin, quoi. Bon, évidemment que lui j'ai une anecdote, hein, mais le rappeur Kanye West. Ouais. Bon, Kanye West est un antisémite notoire. Il a fait des messages quand même. Oui, il a fait des belles diarrhées sur X de messages antisémites, etc. Ouais. Mais quand on dit antisémite, disons-le clairement, il disait carrément Heil Hitler, quoi. Ouais. Il était en mode complètement lâché. Et il n'a pas été censuré. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi pendant 24 heures. Oui, il a fini par être banni quand même. Hein. Oui, mais pourquoi il a été banni ? Je sais pas, parce que ça faisait trop de bruit à un moment donné, j'imagine. Non, parce qu'il a tellement craqué qu'il s'est mis à mettre du porno. Ah oui. C'est-à-dire que moi, alors je le sais parce que j'étais en stream. Suivi en live. J'étais en stream, donc j'étais en direct et je dis à ma communauté, regardez, on va aller regarder les tweets de Kanye West et vous allez voir le niveau d'antisémitisme qui a accepté sur X. Je débarque sur
sur le truc. Et alors là, je me retrouve sur des vidéos porno dans tous les sens. T'imagines, j'étais en direct et tout, donc j'étais en train d'essayer de me battre pour fermer la fenêtre. Pour pas te faire et en fait, je strike. me suis aperçu qu'il s'est fait bannir tout simplement parce qu'il a mis du porno. Parce qu'il a mis du porno. L'antisémitisme était vraiment pas le problème. Hein. Ouais. C'est le puritanisme américain. Ouais. Tu peux dire que tu peux chanter les louanges d'Hitler. Par contre, tu montres un bout de sein. Là, ça se fait pas. Là, c'est compliqué. Là, ça se fait pas. Bon, voilà. Donc, on a une réponse un peu sur les plateformes. Je voulais aussi aborder quand même, toujours dans cette propagation de fake news, le rôle de l'IA et de la tech. Donc, je refais pas évidemment tout le contexte. Hein. On est mi-2025. L'IA générative, etc. Est-ce que, pareil, tu vois qu'à cause de ça, ou grâce à ça, une diffusion encore plus forte de fake news ou de fausses images, notamment ? Ouais, alors, ce que ça apporte ? Je m'inquiète à long terme sur l'IA et j'essaie d'imaginer ce que ça peut donner à long terme. Très honnêtement, pour l'instant, il y a eu des tentatives d'utiliser l'IA pour des manipulations de masse. Et c'est ça qui est, je pense, inquiétant, c'est-à-dire au-delà des fausses images. Les fausses images, pour l'instant, je ne vois pas d'exemples qui ont vraiment donné... un impact. Non, il n'y a pas eu encore un impact énorme. Même ça va venir, ça va venir, mais pour l'instant, on n'y est pas. En revanche, on voit très bien que tu peux utiliser l'IA, par exemple, pour créer un réseau de faux sites. Exactement. Pour animer, répliquer, par exemple, des faux sites et les alimenter en contenu qui t'arrange de façon automatique. Et où tu peux, par exemple, te créer une armée de trolls sur les réseaux sociaux qui vont aller balancer ta propagande, balancer tes fake news sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est inquiétant. Parce que ça permet d'industrialiser le process. C'est-à-dire que tu as un mec tout seul avant, il fallait des armées de trolls. Donc, à Moscou, ils avaient identifié un immeuble entier où tu avais des mecs étage par étage qui étaient avec des casques et des ordinateurs et qui étaient chargés de balancer la propagande du Kremlin. Mais il fallait quand même l'immeuble, les sous et tout. Maintenant, avec 2-3 personnes qui vont créer des faux sites, qui vont créer des armées de trolls, tu peux industrialiser le truc et toi, tu vas te rendre compte en checkant tes réseaux, tu vas dire mais il y a plein de mecs qui parlent de cette thématique, ça doit être intéressant, je vais regarder. Ils l'installent à l'agenda et ça y est, on en parle, quoi. Exactement, et tu te rends pas compte qu'en fait, tu te fais complètement manipuler parce que c'est que des faux comptes tenus par 2 mecs et qui utilisent de l'IA. Donc moi, mon inquiétude, elle est vraiment là-dessus parce que je pense que sur les prochaines élections, on l'a vu en Roumanie, ça peut avoir un impact. Les Roumains, ils se retrouvent avec un candidat un peu sorti de nulle part, qui, boosté par des bots sur TikTok notamment, parce que la Roumanie, je ne le savais pas, mais ils sont très TikTok, et ben ils ont réussi à faire monter la popularité d'un mec très rapidement. Est-ce que ça pourrait pas arriver en France ? Je ne sais pas. Ouais, est-ce que c'est déjà probablement en place ? Après, c'est une question d'échelle, est-ce que ça se voit, etc. quoi. Ouais, est-ce que ça se voit ? Est-ce qu'on le repère ? Est-ce que ça a autant d'impact que dans un pays où je pense que les structures démocratiques sont un peu moins fortes qu'en France ? On verra. On arrive au bout de cet épisode. Je tiens juste à dire sur l'IA, c'est que par contre, je suis à fond sur l'IA en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un danger incroyable et que j'ai réfléchi à ce danger-là évidemment. Mais si tu me demandes au quotidien, je suis un utilisateur quotidien des LLM et je pense que quand tu fais du journalisme d'investigation, c'est une opportunité extraordinaire de gagner du temps et de mieux faire ton travail. Comment tu l'utilises, toi ? Je m'en sers de plein de façons différentes, mais par exemple, si j'ai des tableaux Excel extrêmement compliqués, moi je te dis qu'on va chercher les données brutes. Ça me permet d'aller analyser et digérer ces données brutes pour en ressortir des choses compréhensibles. Ça me permet de lire des bouquins entiers très rapidement et d'aller chercher, de faire des recherches textuelles dans des bouquins en 2 secondes, de me faire des résumés, mais aussi de... Et il faut pas croire, tu peux vérifier après toi. Évidemment, ce que dit l'IA, il peut avoir des hallucinations, il peut dire des conneries, mais tu peux aller vérifier, donc ça te fait gagner vachement de temps. Ouais. Et je pense qu'on est au tout début de ça. Mais des outils qui vont aider l'investigation basés sur l'IA, moi je pense que ça va révolutionner le journalisme. Ça va révolutionner créer mon métier. Des agents, tu sais, on parle d'agents IA, quoi. Presque quelqu'un à ton service, une IA à ton service et qui pourrait aller fact-checker, etc., aller se balader sur Internet ça va peut-être vous faciliter le travail, ça. Ah, mais moi j'en suis persuadé. Je le vois d'abord comme une opportunité. Ouais. Je suis hyper excité par le fait de bosser. D'ailleurs, j'essaye de bosser avec des chercheurs qui travaillent là-dessus et je pense qu'on va le faire de plus en plus. Il faut qu'on aille vite, là. Il faut qu'on développe des choses. Exactement. Pour celles et ceux qui voudraient suivre ton travail, où est-ce qu'on te retrouve ? C'est quoi le plus simple ? Alors déjà, vous pouvez regarder la télé, c'est tous les samedis à 11h sur France Info Télé. Et ensuite, si vous êtes plutôt réseaux sociaux, moi je suis très actif sur notamment X, j'y suis resté malgré le cloaque que c'est. Donc si vous êtes sur X, j'y suis. Sur Blue Sky. Il se passe des choses sur Blue Sky ? Ça marche pas si mal.
Ouais, c'est une communauté beaucoup. Très sincèrement, je ne troll pas en te posant la question. C'est que j'avoue, je suis. Non, Blue Sky en fait te permet d'avoir des conversations beaucoup plus apaisées. C'est un public différent. T'as pas de troll. T'as pas de. On va dire que les chercheurs sont beaucoup sur Blue Sky. Donc si on veut de l'expertise et du savoir, je trouve que c'est un réseau qui marche pas mal. Mais tu peux me retrouver aussi sur Thread, sur TikTok, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Tu peux me retrouver. Et ou moi, ou vrai ou faux d'ailleurs. Hein. Ouais. Et après, je pense que si vraiment la lutte contre la désinformation, ça vous intéresse, et moi, ça m'intéresse d'avoir des gens intéressés et engagés et impliqués, venez me rejoindre sur Twitch. Donc tous les dimanches soirs à 21h, c'est gratuit. Vous venez, on discute, on échange et on essaie de créer un peu une communauté autour de ça. Et dernière chose, comme on écoute un podcast, ce que je fais sur Twitch, je le mets en podcast. C'est assez basique puisque c'est peu monté. Je fais ça tout seul, hein, donc je fais vraiment, c'est tout à la mano. Mais ça peut. Ça permet de le retrouver aussi si on n'est pas dispo pour le stream qui, je rappelle, est en live. Exactement. Donc il faut être disponible à ce moment-là, quoi. Voilà, donc on est sur toutes les plateformes. Vous tapez mon nom, Julien Pain, et vous tomberez sur mon podcast. Voilà. J'ai 2 dernières questions. Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune journaliste qui voudrait se lancer dans le fact-checking ? Waouh. Ouais. J'avais pas anticipé cette question. Si on se rapporte à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, je dirais te laisse pas impressionner, te laisse pas influencer. Ton métier de journaliste, il est essentiel. Moi, j'y crois. C'est un beau métier. C'est un rôle métier dans la utile. démocratie. Ouais. On a beau taper sur les journalistes en permanence, critiquer les journalistes. On a un métier qui est important, j'y crois. On va pas être remplacé par juste une armée de gens qui vont faire leurs recherches eux-mêmes. On va travailler ensemble. Je crois à la collaboration, aux communautés. Ouais. Et on sera important dans ces communautés-là. Voilà, si on a un journaliste honnête et qu'on veut faire son travail honnêtement, je pense qu'on a une importance sociétale. Et donc, si tu es un jeune journaliste, te laisse pas décourager par tout ce qu'on raconte. Il y a encore du boulot, intéressant. Et des gens qui regardent et qui écoutent et qui croient en ça. Et des gens qui croient en ça aussi. Ouais. Et la dernière question qui est plus le gimmick du podcast, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander ? Un truc cool à vous recommander. Ouais. Un truc cool dans quel domaine ? Cool, c'est toi qui définis ce qui est cool. Ça peut être un film, une expo, un livre, un objet, vraiment ce que tu veux. Un truc cool à vous recommander, tiens, intéressant. Est-ce que t'as vu une série peut-être ou un film qui t'ont particulièrement intéressé ? Ah ouais, bah écoute, là j'étais sur la série Adolescence. Alors c'est pas très original. Alors c'était la 3e personne qui le dit, mais ça veut dire quelque chose quand même. Elle est vraiment extraordinaire. Que je la conseille à tout le monde parce que je suis aussi sur Daredevil qui est une grosse merde, mais je conseille. Il faut un peu de divertissement. Mais qui me détend de fou. Voilà. C'est-à-dire que quand t'as fait du fact-checking toute la journée, le soir tu regardes un mec qui met des quiches avec un mouchakou, tu dis ouais là ça c'est bien. C'est ce qu'il fallait ce soir. Ça me vide la tête, ça me vide la tête de fou. Et puis après alors le truc qui est cool, je sais pas, non. Ouais, moi j'ai du mal à être cool parce que c'est vrai que je suis tellement dans des problématiques quelque part un peu angoissantes et inquiétantes. Peut-être une expo ou un... Dans les trucs que j'ai trouvé sympas ces derniers temps, alors on va m'accuser d'être un gauchiste, mais en fait je pense que tu peux avoir le même genre d'analyse en étant de gauche ou de droite. Je pense que c'est un faux procès de faire ça. Mais je suis allé au spectacle de Clément Viktorovitch il y a quelques semaines. Alors Clément Viktorovitch, oui, c'est quelqu'un de très à gauche. Donc dès que tu parles de lui, on va dire oui, mais alors ça veut dire que c'est pas grave, t'as l'habitude. Tu promeus une idéologie de gauche. Non, je pense qu'on peut regarder Clément Viktorovitch et aimer d'autres choses aussi. Mais il fait une analyse du discours politique qui est quand même super intéressante sur l'espèce de vide. En fait, quand tu l'écoutes te parler du discours politique, après quand tu écoutes un politique, tu fais waouh, ça résonne. C'est chaud. Parce qu'en fait, il te montre à quel point il y a des éléments de langage et une façon de te raconter des choses complètement contradictoires dans le même discours pour en gros taper et faire plaisir à tout le monde. Ouais. Et c'est des petites techniques qui t'expliquent. Ça avait un nom, je sais plus, mais ça avait un nom, ce truc où tu peux parler comme ça, un peu sans rien dire et en donnant un petit peu à tout le monde. Exactement. Et moi, j'ai l'impression que j'étais relativement friable et sensible à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je sortais du discours en me disant waouh, vachement bien. Et puis après, lui, il te montre qu'en fait, que tu sois de droite ou de gauche, il t'a sorti des arguments qui plaisent à tout le monde, donc le discours n'avait rien et il était creux. Ouais, c'est terrible ça. Je trouve que ça c'est intéressant quand même. C'est leur métier, ils sont bons là-dedans. Ils sont bons là-dedans et moi je m'aperçois que même moi pour qui quand même je suis journaliste et tout, je travaille là-dessus et ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en fait j'étais probablement aussi manipulable que tout le monde sur ces sujets-là, quoi. Voilà. C'est bien. Je sais pas si ça compte comme truc cool, mais si moi ça m'a plu en tout cas. Voilà. T'inquiète, ça le fait bien. Merci Julien pour ton temps. Merci pour ce travail que je pense sincèrement
important, utile dans nos démocraties, et particulièrement en ce moment. Je pense que tu en prends plein la gueule aussi de temps en temps sur les réseaux sociaux, parce que tu le disais en préambule, Shin-Etsu, t'incarnes quand même, t'es le visage un peu du fact-checking en France. Alors je sais pas, il y en a d'autres, mais toi particulièrement, donc je peux, voilà. Ouais, mais en vrai, comment dire, autant je peux être très stressé quand j'ai fait une connerie, c'est-à-dire que si tu fais une erreur et que c'est quelque chose qui peut me toucher très fort, d'avoir des gens qui disent ça fait une boulette, ça me fait mal. Mais par contre, d'avoir des hordes de mecs qui me disent en gros t'es un gauchiste d'extrême droite, parce que j'ai ça tous les jours, hein. Ouais. Je suis à la fois d'extrême gauche, d'extrême droite et d'extrême centre dans la même journée, et qui me pourrissent pour ça. Honnêtement, je t'avouerai que c'est Chirac qui disait que ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Ouais. Non, ça me touche, ça me fait plus rien. Okay. Ouais, même si c'est violent, je m'en fiche, parce que ça me touche pas en tant que personne. Voilà, c'est facile à gérer, ça. Ok, top. On suivra ton travail, et bonne chance aussi pour ces projets sur Twitch, projets perso, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Tu l'as dit, sur la communauté. C'est important. Donc encore une fois, merci pour ton temps, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.